Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci à Sonia de nous avoir invités à travailler sur ce corpus d'archives. Merci au MAN de nous en donner l'opportunité. Donc Vincent et moi, on a travaillé sur énormément de sujets ensemble, d'histoire politique, culturelle. Et on a notamment travaillé sur toutes les productions artistiques, culturelles, de mobilisation autour de mai 68, avec un livre chez Citadel et Masno qui s'intitulait Le trait graphique 68, qui était plus large que cela, c'est-à-dire d'aller de balayer après 68 toute la décennie des années 70. C'est un travail qu'on a écrit, qu'on a voulu écrire à 6 mains, sans signer aucun, sous le signe d'une écriture un peu collective avec notre camarade Bertrand Tillier. Donc sur ce chemin-là, on a travaillé sur beaucoup d'archives et beaucoup d'affiches. Et on a essayé aussi de travailler sur leur contextualisation, c'est-à-dire que ces affiches, quand elles sont en simèse ou quand elles sont plastifiées, Serge, c'est maintenant qu'il faut pas plastifier. Mais voilà, voir un petit peu comment on pouvait les voir en situation, et cela notamment on l'a fait avec la collection de photographies que Patrick Lescure avait fait alors qu'il était encore élève aux arts décoratifs, étudiant aux arts décoratifs. Il avait pris en photo toutes les affiches de mai 68 in situ, déchirées, graffitées, etc., etc. Donc on avait beaucoup réfléchi à cela. On va vous proposer une lecture de cette collection lyonnaise d'affiches conservées aux archives municipales de Lyon, quelques 125 affiches de la collection privée de Serge qui se trouve maintenant dans le fond du MAN. Donc c'est une collection qui si on relit toutes les causes pour lesquelles le MAN a été engagé, elles ne sont pas complètement réparties, quoi. Il y a peu d'affiches de LIP, par exemple, il y a des choses comme ça. Il y a plutôt des affiches de mi-70 jusqu'à mi-80, quand même, surtout. Et on va essayer donc de vous en faire une lecture un peu rapide, qui ne soit pas que thématique. Bonjour. Alors, je vais déjà m'excuser, je vais parler comme Daffy Duck. Ça n'est pas le Covid, mais... que j'ai le nez bien pris. Donc si c'est pas clair, faites-moi signe que j'essaie de réarticuler ça correctement. Je voulais juste aussi dire que, outre le trait 68, moi j'ai croisé de près ou de loin le MAN en travaillant sur les cahiers du Forum Histoire de Larzac, autour des révoltes logiques aussi. On avait évoqué aussi, à l'occasion de la contemporaine, l'exposition Riposte avec les commissaires de l'époque, et on était retombé aussi sur le MAN. Donc on va vous présenter à deux, avec surtout Julien qui parlera, vous comprenez pourquoi, un court voyage à travers les affiches, avec un regret qu'on vient de découvrir, c'est qu'il y a de l'iconographie, et qu'on aurait aimé, mais bon, elle va être triée, donc on reviendra un jour. C'est toujours mieux de voir les affiches en action et pas sur les simèses des musées. Enfin, je pense à la photo où on voit tenir une affiche. Ça dit beaucoup plus de l'affiche dans la rue, du rapport militant, que quand on est dans les simèses du musée où tout est très propre, comme ici, les archives de Lyon. Non pas que je déplore l'état de propreté des archives de Lyon. Mais... Donc si jamais vous vous souvenez, vous, d'avoir à un moment affiché ces affiches, dans quel contexte, etc., notez-le quelque part et puis faites-le suivre. C'est toujours intéressant de contextualiser, quoi. Voilà. Alors, on va commencer. Alors les affiches du MAN, elles sont souvent très textuelles. On a cherché un peu la formulation la moins maladroite. Alors, il y a deux manières de considérer ça. Tous les deux, on a enseigné ou on enseigne en infocom. Donc en infocom, autant dire que du texte comme ça, on est exécuté rapidement. Mais en tant qu'histoire, il faut le remettre dans le contexte. Il faut le remettre, c'est ce que j'allais faire. Justement. Mais si on se situe dans une histoire longue qui dépassera les 50 ans d'histoire du MAN, ce type d'affiche,
très textuel, il s'enracine dans une tradition très longue. On a déjà vu au moment de la Commune, les journaux placardés, hein, ce qui est affiché fait foi de cette manière, et ça renvoie à un état du militantisme où on travaillait beaucoup plus les textes que maintenant. Voilà. Donc on a considéré qu'on allait commencer par ce côté, le texte manifeste, hein, donc là on voit très clairement, en se demandant à partir de ce moment-là à qui l'affiche parlait dans l'espace public. Et donc à travers une série organisée thématiquement autour des campagnes, on va faire un peu le tour de tout ça. Alors ce qui est très intéressant avec les affiches, c'est de faire un peu le tour des luttes et des échelles des terrains de lutte. Dans le manifeste précédent du MAN, l'une des idées fortes, c'était de dire on ne va pas se cantonner simplement à l'antimilitarisme ou au pacifisme, on va faire quelque chose de plus global, aller chercher différemment. Et donc effectivement, ces affiches, elles témoignent de l'éventail des causes qui ont été celles du MAN, et puis de l'archipel, un petit peu des solidarités qu'il a pu construire. Donc ça déploie une géographie des luttes et puis des causes, et également des organisations avec lesquelles le MAN a pu combattre, les organisations politiques, sociales et associatives. Ces affiches, ce qui est très intéressant aussi, avant qu'on passe à quelque chose de plus thématique, ce sont toutes les mobilisations politiques et les circulations graphiques. Alors, j'ai ajouté deux affiches à celle du MAN Lyon et du MAN national. Ce sont celles qui sont à votre gauche. Hein. Donc l'affiche de la campagne internationale, c'est la tête sur le pressoir, qu'on peut voir à peu près dans toutes les langues et dans toutes les couleurs. Et puis la déclinaison avec le carnet tchèque, qui est aussi un renvoi à ce qu'était l'iconographie un peu des affiches de la décolonisation, et notamment des affiches cubaines de la tricontinentale au milieu des années 60 et après 68. Et ces affiches, elles s'opposent à ce qu'étaient les affiches d'Outspan. Donc c'était la multinationale monopolistique du traitement des oranges qui réduisait ses travailleurs en esclavage à des conditions de travail. Voilà. Et donc c'était une campagne internationale. Et donc à votre droite, vous avez le type d'image le type d'affiche que produisait Outspan à destination de ses clients français. Il y aurait toute une imagerie, c'est dans la suite d'une imagerie très coloniale, quoi. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est les colonies? Ben, c'est le bon goût et l'opulence sur notre continent. Voilà. Donc, derrière tout ça, on va reprendre un peu. On a dit que les affiches de 68 étaient, elles, un tout petit peu plus logotypiques, c'est-à-dire que réduction de l'image à quelque chose de très, très symbolique. Mais, donc ça peut se voir sur l'antimilitarisme. Alors, même si le MAN ne se limite pas à l'antimilitarisme, c'est un peu dans l'espace public, pour ceux qui s'intéressent aux années 70, une des premières entrées qu'on a dans l'objet quand on est plus jeune, ce qui n'est pas mon cas. Mais voilà. Donc, les noms à la justice militaire, la reproduction des dessins de Cabu, et puis la question du service militaire, la question de la reconnaissance tout au long des années 70 et des années 80 du statut d'objecteur. Et à ce titre-là, je remercie le MAN qui m'a permis d'être objecteur de conscience, de manière assez confortable d'ailleurs, mais au moment de la première guerre du Golfe. Et donc tout ce travail-là, alors les affiches se donnent à voir, mais je pense que pour le coup, quand l'inventaire sera terminé, les textes ou autres permettront un retour bien plus long là-dessus. Sur la question de l'antimilitarisme, de l'objection de conscience, et surtout sur la question du socialisme en tant que gestionnaire, de la non-violence politique, des choses qu'il faut mettre en avant, avec notamment Jacques de la Bollardière, qui est un des grands noms de ces questions, et qui nous permet d'enraciner par Jacques de la Bollardière, encore une fois, toutes ces campagnes dont on attend le plus long, marquées notamment par la guerre d'Algérie,
etc. C'est-à-dire que les historiens désignent Hellman, en fait la collection là prend nettement sa place dans ce que les historiens appellent l'entre-deux-mets. C'est une mauvaise définition l'entre-deux-mets. En fait, ça démarre au début fin des années 50, début 60, et on sent une coupure, j'y reviendrai à propos de notre affiche, aux alentours de 89. Sinon, on a une longue période qui est dominée quasiment par les mêmes thématiques, notamment la non-violence, l'objection de conscience et l'antimilitarisme. Est-ce que vous me demandez de parler plus près du micro, s'il vous plaît? Je vais essayer. Merci beaucoup. Je suis pas à l'aise avec le micro. Les gens au fond. Ça se voit. J'aurais dû être rock'n'roll star, mais le micro m'en a empêché. Donc l'objection de conscience. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que l'objection de conscience et l'affiche campagne pour une modification du statut de l'objection de conscience, en fait, elle nous renvoie à la question du nucléaire, très clairement, en établissant un lien implicite. Et pour le coup, nous ne sommes pas dans une affiche textuelle, mais dans une affiche qui joue sur un rapport entre l'image et il faut bien avoir conscience que dans la décennie 80, l'apocalypse nucléaire était un des possibles de la période. Et donc le lien à l'objection de conscience ramène la lutte nucléaire contre le nucléaire à l'individu dans son rapport à l'armée, au service national. Je continue sur le Larzac. Alors, le Larzac, on le connaît par ses affiches et notamment par la chèvre, qui va y revenir, le mouton. C'est la grande. Ça nous a valu de rompre des lances avec Philippe Artière sur quel type de mouton est représenté le Larzac. C'est la joie des historiens quand ils s'ennuient. Mais c'est la grande affaire des années 70-80. C'est celle qui marque l'horizon du pacifisme, clairement, et c'est autour du Larzac, puisque Julien l'évoquait tout à l'heure, qu'on peut rattacher l'Hippote, même si l'Hip a sa propre. C'est né en Bourgogne-Franche-Comté, je sais bien que l'Hip a sa propre dimension, mais dans la manière dont les luttes se nationalisent et s'agglutinent, le Larzac, c'est vraiment la pierre angulaire. Donc, on a à peu près tout, hein, le retour à la terre, les ouvriers, le tiers-monde, donc la fourche, ici qui assomme le tank pour refuser le projet d'extension du plan du Larzac. Et on a assez rapidement, ce qui va marquer la mémoire nationale, les moutons. Alors, on aurait pu prendre d'autres images, de photos, déjà celle du tribunal à Millau envahi, voilà. Et puis ici les paysans du Larzac qui occupent le champ de Mars. Alors sur le mouton, quand même se rappeler que, encore une fois, la thématique du mouton, c'est pas le Larzac qui l'invente, mais c'est le Larzac qui va totalement la renouveler. Parce que les étudiants de mai 68 aux Arts Déco, ils n'ont rien compris au mouton. D'une certaine manière, ils en ont fait le symbole de Panurge, panurgisme, alors que ce que les luttes du Larzac montrent avec le mouton, c'est à la fois l'action non violente, la lutte, et un retour à la grève des électeurs d'Octave Mirbeau au 19e, un ancrage dans des terres qui formeront l'anarchisme, le collectif libertaire. C'est-à-dire la grève des électeurs, c'est-à-dire que les moutons ne vont pas voter pour des gens qui vont les tuer. Voilà. Et donc, c'est vraiment la figure exacte. Et c'est en fait, et alors, c'est d'autant plus intéressant, je vais y venir en attendant, c'est vraiment la figure exacte de la rébellion, de l'insurrection, d'une sorte de désobéissance civile. Et c'est une figure féminine, ce que l'histoire a longtemps laissé de côté, parce que ce ne sont pas des moutons, mais des brebis. Et attention, le collectif de la brebis, c'est important, parce que quand vous mêlez les troupeaux pour aller au tribunal pour le procès, comme chaque troupeau a ses propres pathologies et ses propres virus, c'est le prix d'une solidarité aussi, c'est un risque. C'est pour un détail, mais... Donc, c'est vraiment dans les affiches que nous a gentiment scanné Sonia et envoyé Serge Perrin, le mouton, la brebis. Le mouton, la brebis, c'est vraiment essentiel. Et encore une fois, on retrouve... Alors pour l'historien, c'est assez intéressant, le textuel, parce que on a l'ordre de mobilisation générale avec la Croix occitane
la tendance généraliste est à l'offensive, la tendance générale pardon, est à l'offensive, la marche sur Paris, la marche sur Larzac. Donc, en fait, dans ces affiches, quand elles sont très textuelles, très honnêtement, maintenant, on le voit avec nos étudiants, ils ont tendance à passer très rapidement dessus. Hein. Mais en fait, c'est ces affiches-là qui nous permettent de faire jouer beaucoup plus d'éléments de compréhension que les simples logotypes. Voilà. Et là, notamment, le lien de la lutte du Larzac, moi je l'avais bien croisé avec Jean Chénaud, les cahiers du Forum d'Histoire ou autre, avec toute la question du régionalisme de gauche et de la manière dont en fait c'est à l'État gaulien, patriarcal si on se réfère au brebis, qu'il s'agissait de remettre en cause. Et le symbole du chardon, c'est sans doute l'une des plus belles affiches, à mes yeux, c'est une des plus belles affiches sur le Larzac, celle-ci, qui emprunte beaucoup aussi au langage de la lutte contre la guerre du Vietnam ou autre, par cette série en ombre portée ici, et un soleil qui est... Et un soleil qui est... Faut le mettre en face, le micro, faut bouffer le micro. Contre le menton. J'arrête de parler. Il disait que l'image de la cardamone, c'était la plus belle. Cardabelle. Du chardon, comme le soleil, c'était sans doute la plus belle image du Larzac, la plus moderne. Et puis qui était très inspirée par la guerre du Vietnam, avec le cheminement et les drapeaux juste en dessous. Alors, les luttes anti-nucléaires, ça. Oui, ça. Non, on va aller peut-être un peu plus vite. Donc ça croise et le caractère complètement industriel de ce qu'on appelle le complexe militairement industriel à l'époque sur l'idée de la défense. Cette affiche-là, c'est aussi sans doute l'une des plus belles. Est-ce que vous pouvez vous décaler un petit peu Oui. pour qu'on voit le... Voilà, suivez-nous les super, merci. Cette affiche-là, c'est sans doute aussi, c'est aussi sans doute l'une des plus belles. Sur le fétichisme et la sanctuarisation de la menace nucléaire sur le déploiement des bases de missiles nucléaires, mais également, on le disait avec Vincent, que cette image-là, c'était un détournement de l'image de la France tranquille, de la propagande mitterrandienne. C'est pour ça qu'elle est à la fois belle et tout à fait percutante d'un point de vue symbolique. Cette affiche-là, c'est une affiche qui est réalisée par Michel Granger, qui était un graphiste assez célèbre, qui faisait beaucoup de couverture des hebdomadaires de gauche et aussi de graphisme pour la télévision. Là, c'est très... il a beaucoup travaillé sur les globes, sur l'idée humaniste, du point de vue graphique. Et ça aussi, c'est une des plus belles sur le globe qui ne tient plus que le fil de la benne. Ça, c'est une critique virulente du système de sécurité mondial fondé sur la dissuasion nucléaire. Voilà. Et derrière ça, toute la série... on n'a pas, dans cette collection d'affiches, bien sûr, les antériorités, les postériorités. On n'a pas Plogoff ni le budget, mais on y pense très fort. On sait que le man ne devait pas être très loin, mais bon, on n'a pas de témoignages. Donc là, c'était aussi une manière d'élargir un peu la perspective de la politique de défense à la politique d'énergie sur la question du nucléaire et du risque qu'elle faisait peser sur la région. Alors, Vas-y. oui, c'est bien. Alors le MAN il est également très très impliqué dans les luttes sociales. Serge va faire un diaporama là-dessus. On passera peut-être à la pause et qui sera plus détaillé. On ne va pas revenir là-dessus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt le caractère graphique. Donc il y a l'affaire des prostituées avec Saint-Nizier et la manière de s'ancrer un peu dans l'espace public avec ce type d'affiche. Ce type d'affiche de signalétique de rue avait été reprise beaucoup par la publicité des industries culturelles au tournant du 19e et du 20e sur le petit journal, etc.
Donc c'était déjà un dispositif médiatique. Et ça, c'est tout à fait un type de contre-information. Non à la prison, bien sûr, sur la répression particulièrement violente à Lyon du racolage, d'autant plus que 2 ans avant, c'était la question des policiers qui avaient été découverts comme proxénètes. Et puis toutes les mobilisations avec les techniques de jeunes de grève de la faim autour du droit des jeunes immigrés contre des expulsions, d'une triste actualité. Hein. Et avec des choses qui sont très, très graphiques, où l'innocence de la jeunesse et les sourires s'opposent à la brutalité aveugle des expulsions. Et puis bon, la célèbre affiche, alors ça, comme l'a dit Serge tout à l'heure, il y a aussi une chose qui est assez importante dans les affiches du MAN. Alors, c'est l'image de la marche et du chemin. Voilà, avec un horizon, toujours, et un horizon qui se joue collectivement. On a énormément dans ces affiches de ces représentations-là. Donc effectivement, le symbole de la marche, c'était vraiment, dans le dispositif militant du MAN, quelque chose d'important. Et de toute la gauche, c'est un peu tombant des études, mais il y a toujours ce double effet de la marche, de l'horizon et du collectif, qui est toujours très 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 présent dans les images. On termine d'une manière un peu anachronique sur les luttes sociales, sur cette courte bande dessinée qui était une image de bande dessinée qui ressemblait un peu à la contre-culture de l'après 68, qui est donc un peu antérieure à ce qu'on vous a montré précédemment, même si on n'a pas la date précise, si quelqu'un là ou se souvient, ou je peux dire que c'est peut-être à quelques années près. C'est toujours intéressant de pouvoir contextualiser. C'est pour montrer aussi que l'armée, pourquoi faire, mais c'est plus que l'antimilitarisme, c'est-à-dire c'est une cause sociale, c'est la répression, c'est l'antinomie même de fétichiser l'armée, c'est l'antinomie même de la société démocratique. Je ne sais pas si vous avez entendu que notre ministre de l'Éducation nationale, fraîchement nommé, il y a 2 ans, dans un débat sur le SNU, sur le service national universel et sur la journée de préparation à la défense, a fait une espèce de longue apologie pour leur maintien, quel qu'en soit le coût, en disant que la jeunesse française avait besoin, je cite, de souffrance, de rite et de discipline pour l'édifier. 2022. Bien. On en vient maintenant aux solidarités internationales. Donc, les affiches, elles manifestent énormément la solidarité internationale. Elles la manifestent jusque dans le graphisme. Ça, c'est une chose qui pouvait affilier aussi d'une certaine manière la collection d'affiches du MAN à la contemporaine, puisque la contemporaine regorge de ces affiches sur la solidarité internationale, où on trouve les grandes influences, l'école polonaise, l'école tricontinentale des Cubains, avec des visuels qui sont extrêmement forts et qui tiennent de cela. La cause contre le Chili, alors ça aussi, c'est un comité anti-Outspan. Ça, c'est très un peu dans le visuel de ces années-là, très, très bicolore aussi, avec la main, la souffrance, le globe. Ça, c'est vraiment des images qui font aussi le lien avec la torture de la guerre d'Algérie. Je trouve que c'est une très belle image, celle-là, que je n'avais jamais rencontrée encore. Dans un modèle un peu plus typo et sérigraphique, la dénonciation de l'intervention de l'armée française lors de l'opération Lamentin, quand la France a voulu permettre à la Mauritanie, au dictateur mauritanien de récupérer le sud du Sahara occidental, avant de se faire battre par le Polisario à plat de couture. L'armée française au Sahara occidental. Là aussi, c'est une triste évocation, puisque la politique française vient de tourner en défaveur du Polisario avec Emmanuel Macron,
achevant le retournement total de la diplomatie française vis-à-vis du monde arabe, engagé sous François Hollande. Ces images-là du tiers-monde, elles sont vraiment très symboliques, très symboliques de tous les motifs qu'a développé la tricontinentale. Et c'est le moment où on est en plein dans la dénonciation de la France, productrice d'armes, vendeuse d'armes, du trafic d'armes endémique qu'elle permettait en Afrique notamment. Voilà. Alors, je vais essayer de donner le micro comme il faut. Moi, quand j'ai reçu les affiches de Serge Perrin, j'ai flashé sur celle-ci. Et j'ai eu amusant, j'en étais certain. En fait, c'est pas tant le sort d'Esclarmonde de Perella en 1244 qui m'intéresse, que une affiche qui fait le lien entre deux générations militantes, d'une certaine manière. Celle des années 70, marquée par le Larzac, les luttes occitanes notamment, mais aussi, même si la collection ne le montre pas, Plogoff, voilà. Et dans son extension, le changement d'échelle, les modes d'action, avec la répression à Tiananmen et, d'une certaine manière, le Qatar et le Chinois, même sort, contre l'intolérance et pour la liberté. Et cette affiche, elle saisit bien la fin d'une époque, à mes yeux, en termes militants, et le début d'une autre, qui va nous amener globalement jusqu'au début 2003-2004, avec la montée en puissance de ce qu'on appellera de mieux l'altermondialisme, et où en fait on a 2 ou 3 générations militantes qui cohabitent à partir de ce moment-là, et qui respirent les années 70 sans pour autant que les jeunes des années 90 que j'ai on me sache exactement qui étaient ces gens qui avaient 20 ans de plus que nous et qui portaient un combat militant. Moi, c'est par ce biais-là, notamment, que j'ai rencontré le Larzac, Lippe ou autre. À l'époque, je voulais être médiéviste, c'est peut-être aussi pour ça que mon Ségur me retient. Et j'ai basculé dans l'histoire contemporaine. Donc, c'est une des. Alors, le graphisme est assez simple, mais il est assez intéressant. Laissons de côté l'aspect médiéval. Ici, on voit bien les circulations graphiques d'un motif à un autre. C'est évidemment la photo que tout le monde a en tête, voilà, mais qui est reprise là. Et cette thématique d'un individu seul devant les tanks, elle va faire florès pendant toutes les années 90. Elle va être détournée par les publicitaires, les catastrophes, mais vraiment, et c'est là que le motif s'impose. 89, le premier cliché, tout de suite, repris dans les affiches avec une force de frappe médiatique assez importante. Et puis après, donc, non à la pétroguerre, la première guerre du Golfe, et la nécessité de conclure me fait signe Sonia, donc ça tombe bien, nous y sommes. Alors, très rapidement, un patrimoine visuel, des images de lutte, des images, c'est des choses qu'il faudrait reprendre au-delà des affiches avec le reste du fond et notamment l'iconographie pour voir ces affiches in situ. Il y a beaucoup plus des luttes. Et Julien, je te laisse le mot de la fin. Et nous, on dit toujours que tout ça, c'est des archives citoyennes. C'est un mot qui avait été forgé par des archives citoyennes, des archives démocratiques. Et c'est pour ça que ces archives-là, elles demandent à être enrichies, notamment sur ce qu'on appelle les imprimés, les tracts, les affiches. Alors les affiches, elles ont été un peu plus conservées que les autres. Elles sont un peu moins des éphémères, c'est-à-dire des choses dont on se débarrasse, mais on voudrait faire un plaidoyer avec Vincent pour terminer, pour vous dire que tout ce qui peut être récupéré doit l'être. Après, c'est les archives qui décident ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Sur les affiches, toutes privilégiées pour les belles images ou pas les belles images qu'elles soient, on est encore pour l'époque contemporaine, y compris pour les affiches de 68 qui, elles, ont pu faire l'objet de collections, de marchés, de ventes, de ce qu'on veut. On n'a pas vraiment de territoire global de ces archives, de ces affiches. Et donc on veut vraiment amener à des collections plus larges et des collections aussi contextualisées, c'est-à-dire où est-ce qu'elles ont été affichées, est-ce qu'elles ont vraiment été affichées, et comment c'était des moyens médiatiques disputés, graffités, détournés, etc. Et si vous avez des idées ou des souvenirs sur j'ai planté telle affiche, je l'ai mise à cet endroit, je me suis cassé la gueule
en l'affichant. Moi, je me suis fait embarquer plusieurs fois en collant des affiches. Donc, bon, voilà, n'hésitez pas. Le micro. Ok. Merci pour cette intervention. C'est toujours intéressant de regarder avec un regard de gens qui n'ont pas vécu et qui ne font pas partie du mal, le regard sur nos actions. On s'est donné, si vous avez vos petits programmes, là, c'est marqué qu'il y a un échange avec la salle. Donc, il y a une pause après de moins quart, dans 5 minutes, jusqu'à 11h. Donc, je vous propose de nous laisser le temps de poser 2-3 questions ou 2-3 remarques, parce que les questions, ça sera bien. Donc, il y a Philippe qui a le micro. Vous levez la main pour... C'était juste une remarque sur les oranges pan. Effectivement, ça interpelle ce en nous, parce que c'est vrai que c'est violent d'avoir une tête d'Africain pressée. Et je pense que du coup, ça peut faire appel à ce qu'il y a de bon au fond de nous. Mais c'était juste une remarque. Merci. Oui, alors ça c'est typiquement tout ce qui avait été fait dans les affiches un peu de la tricontinentale, mais celui qui avait fait des affiches qui ressemblaient beaucoup à ça, c'était Ciné, quand il faisait des affiches et des dessins qui représentaient toujours cette violence-là. Alors, les questions peuvent concerner eux aussi bien Christian que Virginie. Hein, Serge, peut-être venir, Christian et Virginie, à côté de nous. On fera passer au micro. Oui, je voulais juste d'abord, je suis émerveillée par la créativité, la diversité des idées que donnent ces affiches, que montrent ces affiches, et je me demandais si c'était possible de reprendre certains thèmes. Par exemple, le personnage qui est pris dans un étau, ça pourrait très bien être repris pour la cause palestinienne, par exemple, pour le peuple civil palestinien, qui est exactement dans cette situation, il me semble. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'il y a des droits d'auteur? Comment ça marche, ça? Bonne question, donc je vais répondre. Alors, on s'est jamais posé quand on était plus jeune, avant, cette question des droits d'auteur. Mais par contre, effectivement, elle se pose. Par exemple, ici, il y avait une affiche de Cabu. Donc Cabu était une personne connue, voilà. Et donc, il faut avoir l'autorisation de cette personne-là. L'histoire de la Terre qui était en équilibre de la terreur, Granger nous a donné le droit de faire ça. On utilise beaucoup en ce moment, au niveau du MAN, des affiches de Léo Croix, hein, qui a fait tout plein de dessins pour le parcours expo. Et donc, on a son autorisation et il nous demande de le tenir au courant quand il y a d'autres utilisations. Mais il y a beaucoup d'affiches. Je serais bien incapable de savoir qui c'est qui a dessiné le mouton dans lequel on mettait nos impôts. Voyez, voilà. Alors, il y en a qui peuvent le savoir. C'est justement le sens de la question, enfin, c'est pas une question, une remarque que je voulais faire, c'est que derrière les affiches, il y a des dessinateurs et des imprimeurs. Et je voulais leur rendre hommage parce que vraiment, je pense à, je ne me rappelle plus son prénom, Asler à Villefranche, l'imprimerie Presse Nouvelle, UPN à la Croix-Rousse. Et puis je pense à Pierre Darfin aussi, alors il n'a peut-être pas dessiné des affiches humaines, mais c'est un Lyonnais. Et vraiment, hommage à eux. Vous pointez la vraie difficulté pour les historiens, qui est de retrouver qui a imprimé et qui a dessiné. Et là, pour le coup, une fois l'inventaire fait, on peut peut-être espérer que dans l'aspect PV, réunion ou autre, on puisse identifier des affiches où la signature n'apparaît pas, ou au moins reconstituer les lieux d'impression. Mais c'est un casse-tête sans nom, ça, quand on prend ces choses-là 50, 60, 100 ans après, c'est essayer de retracer le cheminement de l'affiche. Généralement, le cheminement permet de comprendre bien mieux que la seule analyse de l'affiche la dynamique militante
qui est à l'œuvre. Après, il y a eu de la marchandisation aussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines affiches de mai 68 qui ont été conçues d'une manière collective et dont certains auteurs ont voulu s'attribuer pour ensuite le vendre dans la publicité. Et y compris quand on a fait, puis quand on a fait le bouquin sur mai 68 à Ciudad del Masnou, nous on n'a pas fait un bouquin tout droit réservé, quoi. C'est-à-dire que on a été rechercher tous les auteurs réels ou allégués, etc. Mais sur certains, notamment de Cabu ou quoi que ce soit, les ayants droit ont demandé des sommes assez considérables. Et les gens de Ciudad del Masnou qui étaient tout le temps habitués à Andy Warhol ou quoi que ce soit, on dit non, il y a des trucs, c'est trop cher, hein, on ne fait pas. Ah oui. Oui, je suis membre du Conservatoire national des archives spécialisées d'éducation de l'action sociale. Et en écoutant tout à l'heure l'archiviste, je m'interrogeais sur un enjeu important de la conservation de la mémoire, qui est d'interviewer les acteurs, de garder la mémoire de tout. Et Dieu sait s'il y en a ici d'importants. Nous, en tout cas, on a fait ce travail. Tous les éducatrices et éducateurs qui ont fait l'action sociale dans les années 50, 60, 70 sur la région Rhône-Alpes, nous avons engagé tout un travail d'interviews. Ce sont des interviews qui durent 2, 3, 4 heures, mais qui permettent une conservation d'une mémoire qui est assez fondamentale et qui vient compléter les archives qu'on nous a présentées. C'est vrai qu'aux archives municipales de Lyon, pendant longtemps, il y a eu une tradition d'engager justement des entretiens, mais ça s'est perdu, parce que c'est vrai qu'on a malheureusement pas de moyens supplémentaires pour organiser ces interviews, et enfin, je suppose que pour vous, ça a été un gros projet à organiser. Et, on a eu un gros projet qui a été piloté par des historiennes et historiens de Lyon 2, parce qu'il faut mettre au point une technique d'entretien. Et ce sont des bénévoles. Voilà. Donc nous, c'est ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on invite justement les personnes qui ont ce type d'initiative et qui ont les moyens de le faire, et des historiens qui veulent bien le faire, à nous donner ces documents, à nous donner les enregistrements pour qu'on les conserve. Donc c'est le service qu'on propose maintenant, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la capacité d'organiser ces entretiens. En revanche, si vous avez des bénévoles qui veulent bien s'en charger, ensuite les documents, parce que c'est pareil, ces enregistrements sonores, il faut les conserver, c'est du numérique et vous n'avez pas forcément l'expertise pour le faire, et bien en fait c'est quelque chose qu'on peut faire maintenant aux archives municipales de Lyon. Et je travaille sur ma première sauvegarde de témoignages comme ça. C'est une association qui s'appelle l'AMCA, qui est à Lyon, et qui travaille sur j'ai un trou. Ils travaillent sur un projet qui s'appelle Hospitalité, qui travaille sur les bains-douches. Donc ils ont enregistré les usagers des derniers bains-douches de Lyon. Et cette collecte-là, elle va entrer dans notre système d'archivage électronique. J'avais une question, mais peut-être que j'ai déjà répondu, mais je me demande si ça ne s'adresse pas autant aux militants qu'aux chercheurs. Dans la production d'affiches et autres, est-ce que ce qui était dans le giron du MAN ou pour le MAN quelle était son importance relative par rapport à la production du peuple, de certaines époques, et est-ce que ces affiches ont eu un impact sur la mobilisation? Oui. Je vais répondre en tant que militant. En fait, la première affiche sur le manifeste, elle était clairement à vision interne. C'est-à-dire, en fait, c'était pour entre nous. Dans le milieu non violent, quand le MAN s'est créé, donc 73-74, c'était pour vendre ce projet d'une organisation qui va prôner la non-violence politique, parce qu'il y avait aussi des non-violents, déjà à l'époque, qui prônaient une non-violence plus personnelle, très spirituelle, et dans lequel le combat politique, c'était pas leur truc. Et pourquoi le MAN s'est créé? Pour développer, proposer la stratégie non violente aux gens qui voulaient changer la société. Je vous rappelle qu'on était 2-3 ans, quelques années après mai 68. Et donc entre la Kalachnikov de Che Guevara et le bulletin de vote
du Parti Socialiste, on proposait les stratégies de non-violence. Donc en fait, visage interne. Après, vous avez quelques affiches qui sont spécifiquement MAN, je pense en particulier une que j'aime bien, qui prône la défense populaire non violente, qui est vraiment une idée du MAN. Et en fait, celle-là, on ne peut pas dire qu'il y a une grande diffusion. C'était pour faire passer des idées. Contrairement à des affiches qui sont plus collectives, et on a vu en particulier, je pense à l'affiche de Larzac, le comité Larzac est animé grosso modo par des militants du MAN et par des militants de la GOP, la gauche ouvrière et paysanne. Et du coup, ces affiches étaient diffusées de partout. L'affiche sur le rassemblement de Malville, je me rappelle donc l'année, en fait, dans les rues de Lyon, vous aviez 3 affiches qui sortaient de partout. C'était l'affiche pour le rassemblement qui avait à avoir lieu à Malville, l'affiche pour le rassemblement au Larzac et une affiche contre la campagne de Toulouse. Et on avait, les 3 affiches étaient domiciliées au 68 rue Mercier en fait. Et bon, là elles se sont vues plus, malheureusement, que d'autres affiches du MAN. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre histoire. Quoi. Mais cette question, je réponds aussi. Cette question, nous on l'avait vu avec les affiches de 68, c'est-à-dire qu'il y a des recueils d'affiches de 68, et certaines parmi elles, on ne sait même pas si elles ont jamais été affichées vraiment. Et donc le travail, quand on a des photos qui sont vraiment, où on voit des photos d'affiches, là on peut se dire, voilà, le bouclier CRS SS dessus avec la variante SS dessus, les photos de Patrick Lescure sont quasiment les seules à documenter que ça a été affiché, quoi. Et donc nous, on n'est pas, nous particulièrement en tant qu'historien, on n'est pas dans le fétichisme de l'image ou quoi que ce soit. On essaie vraiment de se dire où est-ce qu'elles ont été publiées, qui les a faites, à combien de tirages. Il y a toute une question. Ce qui est très intéressant dans les photos de Patrick Lescure aussi pour les Arts Déco, c'est on voit que ça dure après mai 68 et même qu'à la rentrée septembre 68, il y en a encore, alors que tous les ateliers avaient été virés et que les affiches de 68, c'est vraiment de la pelure. Hein. Ça s'arrache facilement dès que ça prend la flotte, ces films. Donc il y a eu des stocks qui continuaient à tourner et à afficher. Et oui, sur cette question de faire parler les gens, de faire des enquêtes orales autour de cela, avoir des photos, avoir déjà des points d'ancrage, ça fait les gens s'en rappellent. Par exemple, l'atelier des Arts Déco, contrairement à l'atelier des Beaux-Arts, était très très inconnu. Et on a retrouvé dans les photos les grandes bandes, ils faisaient sécher les bandes sérigraphiques de 100 ou 200 mètres de long dans les cages d'escalier. Et bien ça a été, là, les protagonistes de l'époque cherchaient fébrilement cette photo depuis très longtemps, et ça a été le support de beaucoup d'entretiens oraux pour dire, tiens, comment c'était, comment vous faisiez la sérigraphie aux arts déco, etc. Ok, je pense qu'il va falloir faire une pause, je laisse une intervention. Oui, il y en a d'autres. Il y en a 2. Alors, 2 interventions sans réponse. Mais c'est pas une question, c'est simplement pour faire écho à ce que tu viens de dire sur le plan social, qui n'apparaît pas sur les affiches mais qui est sous-tendu. C'est les organisations qui ont travaillé avec le MAN. Et je pense en particulier, tu as fait écho à la GOP, le précurseur des paysans travailleurs Bernard Lambert, mais il y avait aussi le PSU à ce moment-là, et puis la CFDT, dont beaucoup de militants, à titre personnel, aujourd'hui encore, ou sur le plan de l'organisation même, ont accompagné les luttes du MAN. Tout à fait. Et une dernière. C'est pour la diffusion des affiches, les affiches sur le refus de l'impôt, elles ont été largement collées. Ah, oui. Ça c'est vraiment beaucoup collé dans tout Lyon. Merci Marie-Hélène de rappeler ça. Je vous propose qu'on se donne le temps quand même de vous lever. Alors, on va s'autoriser à sortir, on ne va pas faire de pause café, etc. Il y a Isabelle qui est arrivée, donc qui commence à 11h. Moi j'ai 53, nous avons 7 minutes pour nous aérer. Donc vous avez le droit de sortir, de faire 2 fois le tour du bureau et vous rentrez ici. À tout de suite, merci.